Alors après cet échange sur l'industrie de demain, regardons les grands sujets, les grands chantiers d'innovation qui nous attendent. Pour en parler le mieux, je reçois Philippe Lubineau, vous êtes directeur de la recherche et des programmes au CETIM. Donc avec vous, on va passer 20 minutes ensemble, on va parler de trois grands sujets, en fait je vais essayer de focaliser sur trois idées majeures. D'une part l'hydrogène, parce que tout le monde en parle, on vient d'en parler dans le débat précédent. Nous parlerons de digitalisation avec l'IoT, et puis nous parlerons des jumeaux numériques. Alors démarrons par l'hydrogène. L'hydrogène, il n'y a pas que les fournisseurs de gaz en France, hein, comme Air Liquide, il y a vraiment toute une chaîne de valeur. Est-ce que le CETIM s'y intéresse et comment, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Alors effectivement, quand on parle décarbonation de l'énergie, transition énergétique, effectivement l'hydrogène est un très bon candidat. D'ailleurs, on a vu qu'au niveau du plan de relance, l'État prévoit 7 milliards d'euros pour le développement de cette filière. Alors, on pourrait se dire, l'hydrogène, c'est déjà une technologie qui est utilisée. Il y a déjà des applications. Mais on voit que c'est une technologie très prometteuse pour laquelle les industries de la mécanique sont au cœur du sujet en tant que fournisseurs de composants, d'équipements nécessaires tout au long du cycle de vie de l'hydrogène, depuis sa production jusqu'à son utilisation. Donc c'est effectivement des sujets sur lesquels le CETIM travaille depuis un certain nombre d'années, que ce soit sur des problématiques de matériaux, on parle fragilisation à l'hydrogène sur les matériaux métalliques, des problématiques spécifiques de corrosion, donc de durée de vie des installations, mais également pour le stockage avec des réservoirs qu'on cherche à avoir le plus léger possible pour des applications liées à la mobilité, donc des réservoirs en composite avec des problématiques d'étanchéité, de tenue du composite, notamment lorsqu'on est dans des applications cryogéniques, mais également des travaux sur l'étanchéité, qui est un verrou quand même très important quand on parle hydrogène. Et puis pour terminer, je citerai un projet européen dans lequel on participait, qui s'est achevé l'année dernière, H2REF, dont l'ambition était de développer des stations de distribution de l'hydrogène, donc à l'utilisateur final, stations de distribution innovantes. Ça veut dire que tous les mécaniciens, en fait, on retrouve tout. Il n'y a pas que la mécanique, d'ailleurs, il y a les matériaux composites, il y a toutes ces composantes. On a des savoir-faire importants en France là-dessus? On a des savoir-faire très importants sur l'ensemble de la chaîne. Hein. L'hydrogène, ça a besoin de réservoirs, ça a besoin de pompes, ça a besoin de compresseurs, ça a besoin de technologies de revêtement de surface pour assurer l'étanchéité, par exemple, de réservoirs en composite. Donc effectivement, je pense qu'on a des vrais atouts en France à développer et des vrais savoir-faire à valoriser. Ça veut dire qu'au niveau du CETIM, si je vous écoute bien, le CETIM veut prendre une part importante là-dessus, en termes de développement. Il y a des embauches qui vont se faire? Alors, sur ce sujet comme d'autres, effectivement, on est face à une période où il y a des défis technologiques importants à relever et le CETIM embauche. Hein, on a un plan de recrutement de 200 talents pour cette année. Donc, je dirais tous les passionnés de technologie qui ont envie d'aider le site France à relever les défis de la transition énergétique, de la transition numérique, d'aider les industriels à se développer, eh bien, candidater, bienvenue au CETIM. Vous avez parlé d'industrie circulaire, justement. Est-ce que ces notions d'industrie circulaire sont prises en compte dans cette partie hydrogène, parce qu'on est vraiment sur un marché nouveau? Est-ce qu'on pense tout de suite au recyclage, enfin à cette chaîne complète? Alors, je dirais la dimension transition environnementale est au cœur de notre contrat d'objectifs et de performance. Et l'approche économie circulaire l'est également. Alors, je peux vous donner 3 exemples pour illustrer des travaux que l'on mène dans ce domaine. Le premier exemple concerne le prolongement de la durée de vie des installations. Ça c'est un problème qui est récurrent dans l'industrie, sur les sites industriels. J'ai une installation qui était prévue pour un usage donné, qui a eu un vécu particulier. Je me pose la question, est-ce que je peux encore prolonger sa durée de vie? Est-ce que je peux continuer à l'utiliser pour ce pourquoi elle a été conçue, ou
dans un autre cadre, et cela en toute sécurité, eh bien, on développe des méthodes basées sur des approches de fatigue, sur de la mécanique de la rupture, sur de la détection de corrosion, sur la propagation de la corrosion, afin d'être en mesure de pouvoir donner des indications aux industriels pour leur dire oui, vous pouvez continuer à utiliser votre installation, vous pouvez l'utiliser dans d'autres conditions que ce pourquoi elle a été conçue à l'origine, et ça éventuellement, je dirais, assorti de mesures de monitoring. Deuxième exemple, vous parliez recyclage. Effectivement, ça c'est une problématique qui est très présente dans nos travaux, notamment sur les composites, les thermocomposites. Comment faire en sorte que des chutes, des déchets de thermocomposites puissent être réutilisés pour faire des semi-produits sous forme de plaques, semi-produits qui pourront être après thermoformés pour faire de nouvelles pièces. Alors, on pense tout de suite, je dirais, les verrous liés à la création de la filière pour la récolte, mais il y a aussi des verrous technologiques. Comment on va, je dirais, pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle matière pour garantir des caractéristiques de tenue mécanique aptes à être utilisées après par ces produits. Et ça, c'est des travaux que l'on mène notamment sur notre site à Mulhouse depuis plusieurs années. Alors avant de passer à la digitalisation, à vous écouter, je pense qu'en fait en France on a souvent de grandes réflexions sur ces nouvelles technologies et puis de temps en temps on a l'impression que ça fait pchit, pour reprendre une phrase célèbre. Qu'en est-il à un moment, on a beaucoup parlé de fabrication additive, notamment métal, et on a l'impression aujourd'hui qu'on en parle moins, c'était plutôt pour le secteur de l'aéronautique. Comment ça vit Comment ça se passe après dans le futur, quoi? Alors, quand on parle d'industrie du futur, effectivement, on ne peut pas ne pas penser à la fabrication additive qui sera vraiment, et qui est vraiment une technologie qui va révolutionner à la fois la conception, mais également la maintenance, la production des pièces. Donc, effectivement, la fabrication additive, et notamment la fabrication additive métallique, est une technologie dont on parlait beaucoup il y a quelques années. Comme toute technologie, elle a ses cycles de maturité. Mais c'était une technologie dans laquelle on croit énormément. Technologie, fabrication additive métallique qui plonge ses racines au cœur des disciplines mécaniciennes, hein, qu'on parle métallurgie, qu'on parle traitement thermique, qu'on parle contrôle non destructif. Technologie qui est aussi basée sur une filière industrielle mécanicienne, que ce soit les fabricants de machines, que ce soit les bureaux d'études et de recherche, que ce soit les sociétés qui font du traitement thermique. Et c'est une technologie pour laquelle la feuille de route nationale qui a été réalisée en 2016 mettait en avant le besoin de mutualiser la R&D, en disant qu'il n'y avait aucun acteur qui était capable d'embrasser le champ des verrous technologiques à lever. Quand on parle technologie mécanicienne, quand on parle filière industrielle mécanicienne, quand on parle mutualisation de la R&D, le CETIM n'est pas loin. Nous sommes présents dans un certain nombre d'initiatives locales, que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes, initiative 3D, en Sud-Ouest, Addim Alliance. Nous coordonnons d'autres initiatives comme le Additive Factory Hub sur Saclay ou la filière des Instituts Carnot Manufacturing qui adresse la fabrication additive. Et nous œuvrons à essayer de coordonner au mieux ces différentes initiatives tout en respectant les dynamiques locales hein, qui sont très importantes. Et à l'automne, on prendra des nouvelles initiatives pour favoriser cette coordination au plan national pour faire en sorte que la France soit vraiment un acteur leader sur le sujet. Donc c'est important de savoir que ça n'a pas fait pchit, mais que c'est peut-être au niveau, on en parle moins, en fait c'est peut-être moins nouveau et donc on en parle un petit peu moins. On en parle un petit peu moins, mais les travaux sont en cours. Bon, passons à la digitalisation. On va essayer de partir du terrain, en fait, sans data, il n'y a pas l'industrie 4.0, on est bien d'accord. Et en fait, ce qui compte, c'est la disponibilité de ces données sur le terrain. Je me rappelle de réunions au Gimelec sur des technologies comme au PCUA, qui étaient quand même le cœur, et des entreprises comme... On peut les citer, parce qu'ils l'ont dit sur place, des entreprises comme L'Oréal ou autres, qui disaient que plus aucune machine ne rentrerait dans leur usine si elle n'était pas compatible au PCUA. Est-ce que c'est des notions que les mécaniciens ont bien intégrées aujourd'hui ? Alors, ce sont des notions que les mécaniciens, effectivement, s'approprient. La Fédération des industries de la mécanique nous a demandé d'ailleurs d'être très présents sur le sujet de l'OPCUA.
par exemple. Qui dit connectivité, qui dit interopérabilité des machines, c'est pouvoir échanger des données entre les machines, c'est pouvoir faire remonter depuis les machines des données vers un système centralisé pour pouvoir optimiser la production, pour pouvoir améliorer les diagnostics de maintenance, pour pouvoir faciliter les changements de production. C'est de la compétitivité, c'est de la création de valeur. Donc ça, les entreprises de la mécanique l'ont bien intégré, que ce soit pour leurs propres ateliers, mais également en tant que fournisseurs d'équipements pour des grands donneurs d'ordre. Vous parliez du domaine de la cosmétique, c'est aussi vrai dans le domaine de l'automobile. Oui, ils se doivent d'avoir des composants, des sous-ensembles, des équipements qui intègrent ces notions de connectivité, tout simplement pour répondre aux besoins de leurs donneurs d'ordre. Et là-dessus, on est passif. On a des fois l'impression qu'il y a un rouleau compresseur américano-germanique pour développer un peu les compagnons de spec, hein, les spécifications un peu d'OPCUA. La France essaye d'apporter sa pierre là-dessus. Alors, on est présent dans ces débats, dans ces travaux. On pourrait citer deux exemples. Hein. Un des protocoles qui est certainement le plus avancé, c'est UMATI pour les machines-outils, les machines d'usinage. On est à l'étape de déploiement. On a au CETIM développé des démonstrateurs permettant de montrer aux industriels et de les accompagner à intégrer cette dimension. On est aussi présent dans l'élaboration des Companion Specifications, pas plus tard qu'en début d'année, avec un groupe d'industriels du domaine des pompes. Nous avons porté des commentaires donc, au niveau de la fondation OPCUA dans le cadre d'un draft de Companion Specification relatif aux pompes. Et alors justement, est-ce que tout cet IoT, OPCUA, toutes ces choses-là, c'est pour des machines neuves? Ça veut dire que toutes les machines, tout le parc entier, parce que quand même le territoire national est quand même à 90-95%, je n'ai pas le chiffre exact, mais quand même avec des machines installées. Celle-là, c'est mort ou il y a moyen de revomper à un niveau? Ça, c'est une préoccupation dans nos travaux. Pouvoir intégrer effectivement l'existant. Parce qu'il est hors de question de pouvoir faire table rase et de partir que sur des ateliers ou des équipements neufs. Et si je reprends l'exemple du démonstrateur que nous avons fait pour UMATI, donc pour les machines-outils, nous avons un démonstrateur qui est capable d'intégrer des données de machines avec des automates programmables, des commandes numériques de différentes générations et même de pouvoir intégrer des machines purement électromécaniques. Et donc de pouvoir compiler l'ensemble de ces données qui ont des formats différents et les retranscrire sous format OPCUA pour que ça puisse être, je dirais, redirigé vers des plateformes qui permettent leur traitement. Et ça va dépendre des fournisseurs, ou alors ça veut dire que les fournisseurs, ils vont... Comment on va faire? Parce que tout le monde n'a pas acheté les mêmes machines. C'est clair. C'est clair. Donc, effectivement, la capacité de captation de l'information dépend effectivement du degré d'ouverture, du matériel, dépend du fournisseur. Pour faire nos travaux, nous cherchons à établir des collaborations avec les fournisseurs. Sur le démonstrateur qui avait été présenté à Intercut en début d'année dernière, donc c'est des travaux qu'on a menés en lien avec Siemens, avec Fanuc, avec Heidenheim. Et effectivement, leur collaboration est essentielle pour permettre d'être beaucoup plus efficace dans cette action. Ouais, donc là c'est l'étape, donc on vient de voir l'étape terrain. Oui. Si on prend le haut de la pyramide, quelque part, c'est un peu le côté jumeau numérique. J'allais dire déjà même question là-dessus. Ça veut dire que le jumeau numérique, c'est réservé aux installations neuves ou c'est pareil? Est-ce qu'on peut travailler sur les anciennes? Je dirais on doit. On doit se mettre en perspective de pouvoir travailler avec les anciennes installations parce que si on veut permettre la montée en gamme du tissu industriel, eh bien, il faut tenir compte de la réalité de terrain et donc de pouvoir adresser l'ensemble des équipements, quelle que soit leur antériorité. Et à ce sujet, on est participant d'un projet européen qui s'appelle IoTwins, dont l'objectif est de permettre de rendre accessible le jumeau numérique à des PMI
Et donc le démonstrateur sur lequel on travaille est un jumeau numérique dans le domaine de l'usinage, de la coupe, qui est un secteur très important, une technologie très répandue dans le domaine de la mécanique. Et donc l'enjeu est de pouvoir prendre en compte des machines de différentes générations, de pouvoir éventuellement les instrumenter si elles n'ont pas de manière native les capteurs adéquats, mais toujours dans le juste nécessaire pour remonter les informations vers cette plateforme numérique dans laquelle il y aura l'ensemble des outils permettant d'établir le double numérique de l'équipement et de pouvoir interagir, donc donner des éléments de simulation permettant d'améliorer la maintenance, permettant d'optimiser les points de fonctionnement de l'équipement. Donc on fait un modèle numérique de la machine ancienne, quelque part. J'allais dire, si je prends une formule, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, est-ce qu'on récupère l'acquis? Est-ce que tout ce qui a été fait pendant des années sur ces machines anciennes, tout le vécu, en fait, quelque part, toute l'expérience, qui est presque plus important que sur une machine neuve, comment on récupère tout ça? Alors, on le récupère, c'est même une force. Je dirais, dans le domaine du manufacturing, on est sur des approches qu'on appelle de jumeaux numériques hybrides. C'est-à-dire que le jumeau numérique n'est pas établi seulement en faisant un traitement des données, sur des modes smart data ou big data, on intègre également tout le savoir-faire que l'on a, puisque ça fait des dizaines et des dizaines d'années que des générations d'ingénieurs ont bâti des modèles de fonctionnement des machines. On intègre aussi tout ce savoir-faire dans le jumeau numérique pour avoir, je dirais, l'image la plus fidèle de la machine. Et comment on fait concrètement? Ça veut dire qu'il y a un spécialiste qui va sur place, l'industriel il est capable de le faire lui-même. Comment ça va se matérialiser en fait? Alors ça, c'est dans le cadre effectivement d'accompagnement. Auprès des entreprises. Vous savez que c'est une des missions essentielles d'un centre technique, parce que quelle que soit la qualité des études, la qualité des démonstrateurs que l'on peut faire, ils ne prennent vraiment leur valeur que quand ils sont mis en œuvre, quand tous ces outils sont mis en œuvre par les industriels. Et ça fait l'objet d'accompagnement, notamment dans le cadre de l'industrie du futur. C'est plusieurs milliers d'entreprises qu'on accompagne chaque année sur un modèle où on commence par faire un diagnostic 360 des besoins de l'entreprise, de son positionnement sur la chaîne de valeur, de ses atouts, éventuellement de ses limites en termes de compétences, pour pouvoir l'aiguiller sur les briques technologiques qui sont les plus à même de la faire monter en gamme. Briques technologiques dont on parlait tout à l'heure, ça peut être le jumeau numérique, ça peut être la fabrication additive, ou ça peut être l'adaptation de ces produits pour pouvoir répondre aux besoins d'une nouvelle filière comme celle de l'hydrogène. Il y a un dernier sujet peut-être qu'on n'a pas abordé très rapidement. On parle beaucoup de 5G aujourd'hui dans l'industrie. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits là-dessus? Alors peut-être pas pour définir les normes de la 5G, je crois que ça c'est pas trop le sujet, mais on sait que l'avenir de la 5G il est peut-être plus industriel que grand public. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Alors c'est clair, la 5G, c'est plein de promesses. C'est des performances qui vont permettre d'entrevoir des nouvelles applications en matière de maintenance, de communication entre machines, notamment dans des domaines où il y a beaucoup de mobilité, le domaine de l'agromachinisme, le domaine des mines et carrières, par exemple. Donc effectivement, on travaille dessus, donc en pleine complémentarité avec les opérateurs télécoms et les spécialistes de domaine, parce que loin de nous de nous mettre sur ce type de technologies qui ne sont vraiment pas dans notre cœur de métier, mais ces collaborations nous permettent en fait de proposer à ces opérateurs des use cases industriels pour pouvoir, je dirais, tester, valider grandeur nature, l'intérêt, voire les limites de cette technologie dans le milieu industriel. Oui, parce que si on écoute les opérateurs, tout est toujours très bien et sans problème. Donc c'est bien de tester, valider. Tout à fait. On pourrait reprendre les termes peut-être du Covid d'ailleurs, tester, valider et je ne sais plus le... Tracer peut-être. Tracer, voilà, exactement. Voilà. Donc on serait parfait. Merci Philippe Lubineau. Il nous manque de temps. On aura l'occasion d'en reparler pour parler de plein d'autres sujets qui sont en fait à la pointe pour l'industrie de demain.
Pour ma part, je vous propose de suivre avec nous une série de webinaires justement sur le thème de l'innovation et plus particulièrement de la digitalisation qui seront présentés lors du prochain Global Industrie du 6 au 9 septembre prochain à Lyon. Merci à vous. Merci Philippe. Merci Guy.